Alors, pour commencer, il faut se replacer dans le contexte. Avant 1948, si on prononçait le mot information, personne ne savait vraiment de quoi on parlait. C'était un concept complètement flou. Exactement. Un peu comme les mots force ou énergie avant Newton. Il n'y avait pas de définition scientifique, rien. Il a fallu l'inventer, en quelque sorte. C'est ça. Et puis un jour, un ingénieur de 32 ans, un certain Claude Shannon, publie un article, 79 pages. Et le titre est d'une sobriété incroyable. Une théorie mathématique de la communication. Et là, tout bascule. C'est un de ces moments, oui, où l'histoire des sciences prend un virage à 180 degrés. D'un seul coup, Shannon y fait passer l'information du monde de la philosophie au monde de la physique. Il en fait une quantité mesurable. Et le point clé, c'est qu'il ignore complètement le sens du message. On peut être la même. Il nous a donné cette unité de mesure fondamentale, Le bit. le fameux bit, qui est au cœur de tout notre monde numérique aujourd'hui. Et ce qui est fascinant dans les sources qu'on explore, c'est qu'elles racontent une véritable épopée. L'épopée de cette idée, on va la suivre à la trace, des tambours parlants en Afrique jusqu'à la physique quantique. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ce concept est passé d'une notion un peu vague à peut-être le tissu même de la réalité. Alors pour bien comprendre ce qu'est un bit, la meilleure façon, c'est de faire un grand bond en arrière, bien avant les ordinateurs. On pourrait commencer en Afrique avec les tambours parlants. Ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas des codes comme le morse, c'est une vraie langue. Exactement. Le secret, c'est que beaucoup de langues d'Afrique de l'Ouest sont tonales. C'est-à-dire que la hauteur du son change le sens du mot. Voilà, un même mot, prononcé sur un ton haut ou un ton bas, peut vouloir dire deux choses radicalement différentes. Arbre ou rivière. Les tambours, avec un son aigu et un son grave, ne font qu'imiter cette mélodie de la parole. Ils chantent les phrases, en fait. Mais communiquer comme ça sur des kilomètres avec juste deux notes, ça doit être source de beaucoup d'erreurs, d'ambiguïté, non? Comment être sûr que le message est bien reçu? C'est une excellente question, et la réponse nous amène directement à un concept central en théorie de l'information, la redondance. La redondance. Oui, pour éviter la confusion sur ce canal de communication très bruyant, il y a le vent, la distance, les messages tambourinets étaient beaucoup plus longs que les phrases parlées. Ah oui, oui. À quel point? Environ 8 fois plus long, en moyenne. Une phrase simple comme « reviens à la maison » pouvait devenir une longue formule poétique du genre « fais que tes pieds battent le chemin qui mène à notre village ». D'accord. C'est une sorte d'assurance contre le bruit, en fait. C'est exactement ça. C'est un peu comme dans les communications radio des pilotes quand ils disent 5 pour 5 et 9 pour 9, juste pour être sûr de ne pas les confondre. C'est précisément ça. On sacrifie un peu la vitesse et la concision, mais on gagne en fiabilité. C'est un compromis qui est au cœur de toute communication. Restons dans l'Antiquité, mais changeons de continent. Direction la Grèce, avec le mythe de la chute de Troie. L'histoire raconte que la reine Clytemnestre, qui est à des centaines de kilomètres de là, apprend la nouvelle la nuit même. Pas par un messager, non, mais par une chaîne de feu de signalisation. C'est une image très forte, cette course de lumière dans la nuit. Mais si on analyse ce système avec un œil d'ingénieur, qu'est-ce qu'il transmet? Vraiment? Toute cette organisation, cette logistique incroyable pour maintenir des hommes et du bois sur des dizaines de collines, tout ça pour transmettre une seule information. C'est vrai. Quand on y pense, tout cet effort pour un seul message. Le feu est allumé ou il ne l'est pas. C'est un oui ou un non. Troie est tombé ou rien à signaler. C'est presque décevant, non? Décevant ou incroyablement pur? C'est là qu'on touche au cœur du génie de Shannon. Il a compris que l'information à son niveau le plus fondamental, c'est exactement ça. La résolution d'une incertitude? Voilà. Avant le signal, Clytemnestre est dans le doute. Après, l'incertitude est levée. Elle a reçu un bit d'information. Chaque email et chaque vidéo qu'on regarde aujourd'hui n'est fait que de milliards de ces petites réponses oui ou non, de ces feux allumés ou éteints. Et cette capacité à stocker l'information, pas seulement la transmettre, va être révolutionnée par la plus grande technologie de l'Antiquité, l'écriture. On connaît tous la critique de Platon, qui avait peur que l'écriture nous rende la mémoire paresseuse, que le savoir devienne une chose morte, extérieure à nous. Oui, mais il est passé à côté de la conséquence la plus profonde, et de loin. L'écriture n'a pas seulement changé notre rapport à la mémoire, elle a changé notre façon de penser. Comment ça? La parole, c'est un fleuve. Ça coule, c'est éphémère, on ne peut pas arrêter une phrase en plein vol pour l'analyser. L'écriture, elle,
transforme le fleuve en lac. Elle fixe les mots. Elle en fait des objets qu'on peut observer, disséquer. Et réorganiser, précisément. Et c'est ce qui a rendu la logique et la philosophie possibles. Quand Aristote a pu voir des centaines de phrases écrites, il a commencé à y voir des schémas, des Des structures. structures, exactement. C'est comme ça qu'il a pu inventer des concepts comme les catégories, le syllogisme. Il analysait la structure même du langage. La pensée abstraite, cette capacité à manipuler des concepts, elle est née de là. C'est fou de se dire qu'une technologie aussi simple que l'alphabet a littéralement recablé notre cerveau. Absolument. Et on en a une preuve expérimentale fascinante. C'est celle du psychologue russe Alexandre Luria. Dans les années 30, il est allé en Ouzbékistan, dans des régions très reculées. Il a discuté avec des paysans qui n'avaient jamais été alphabétisés. Et ce qu'il a découvert est stupéfiant. Pour eux, les catégories abstraites, ça n'existait pas vraiment. C'est-à-dire? Si Luria leur montrait un dessin avec, disons, un marteau, une scie, une hache et une bûche de bois, Oui. et qu'il leur demandait de retirer l'intrus, ils disaient que tout allait ensemble. Ah, parce que la bûche est nécessaire pour utiliser les outils. Voilà, l'idée de la catégorie abstraite « outil » leur était étrangère. Si on leur montrait un cercle, ils ne disaient pas un cercle, mais une assiette, la lune, un seau. Ils pensaient en termes d'objets concrets. L'alphabétisation n'est donc pas qu'une compétence, c'est un logiciel mental différent. C'est ça. On voit donc que l'écriture a reprogrammé le cerveau humain, et cette idée que l'information peut être un code qui programme un système va prendre une toute autre dimension au XXe siècle, en passant de la culture à la biologie. Tout à fait. Et le point de départ, c'est une série de conférences données en 1944 par un très grand physicien, Erwin Schrödinger. Un des pères de la mécanique quantique. Lui-même. Et il pose une question d'une simplicité désarmante. Qu'est-ce que la vie ? Et sa réponse, j'imagine, a à voir avec l'information. Au plus haut point. Il part d'un concept physique, l'entropie. C'est la tendance de tout système à évoluer vers le désordre, le chaos. Une chambre ne se rend jamais toute seule, par exemple. D'accord. Mais alors, comment un organisme vivant fait pour lutter contre ça ? Une plante qui pousse, c'est l'inverse du désordre. C'est une création d'ordre incroyable. C'est exactement la question. Et la réponse de Schrödinger, c'est que les organismes vivants sont des machines anti-entropie. Ils le font en mangeant de l'ordre. Une plante prend l'énergie très ordonnée du soleil pour construire des structures d'une complexité folle. Et Schrödinger a eu cette intuition de génie. Pour qu'un organisme puisse faire ça, et surtout le transmettre à ses descendants, il doit y avoir un plan, un code script, comme il l'appelait, stocké quelque part. Il a même imaginé à quoi ça pouvait ressembler. Oui, il a appelé ça un cristal apériodique, c'est-à-dire une molécule très stable, comme un cristal, mais dont la séquence n'est pas répétitive, pour pouvoir contenir une grande quantité d'informations. C'est une intuition incroyable, mais à l'époque, c'est de la pure spéculation. De la pure spéculation, oui. On est à presque 10 ans de la découverte de l'ADN. C'est une prédiction purement théorique. Et c'est ce qui rend la découverte de Watson et Crick, en 1953, encore plus belle. Exactement. Quand ils ont compris cette structure en double hélice, composée de 4 lettres chimiques, ils ont eu ce moment Eureka. Ils ont réalisé que la séquence de ces lettres, c'était le code. C'était le cristal apériodique de Schrödinger. C'était ça. Le langage de la vie était enfin déchiffré. Et cette idée d'un code qui se réplique va ensuite faire un saut de la biologie vers la culture. Oui, grâce au biologiste Richard Dawkins. Dans les années 70, il cherche un équivalent au gène, mais pour la culture. Il le baptise le même. Le même. C'est une unité d'information culturelle. Ça peut être une mélodie, une mode, une recette de cuisine, qui se réplique en sautant d'un cerveau à l'autre. C'est un concept qui est devenu très populaire, surtout avec Internet, mais l'idée de base est plus profonde qu'une simple image amusante. Beaucoup plus. Le philosophe Daniel Dennett a une formule assez saisissante pour le décrire. Il dit qu'une idée, une idéologie, une religion, c'est une structure d'information qui parasite littéralement le cerveau, le transformant en véhicule pour sa propre propagation. C'est une vision un peu effrayante. Mais puissante. Le même utilise nos cerveaux pour se copier, comme un virus utilise nos cellules. Une chanson qui vous reste dans la tête, c'est un mème qui a réussi à vous infecter. On arrive maintenant à l'idée la plus vertigineuse de toutes. L'hypothèse que l'information ne fait pas que décrire le monde, mais qu'elle est le monde. Qu'elle est plus fondamentale que la matière elle-même.
C'est le physicien John Archibald Wheeler, un géant, qui a travaillé avec Einstein, qui a résumé cette idée dans un manifeste de 3 mots. It from bit. It from bit. Alors, expliquons. Le it, c'est toute chose qui existe. C'est ça. Le it, c'est une particule, un champ de force, l'espace-temps, l'univers entier. Et le bit, c'est une unité d'information. L'idée de Wheeler, c'est que chaque it tire son existence, sa réalité même, d'une série de bits, d'une série de réponses à des questions oui-non. Est-ce qu'une particule est ici? Oui ou non? Son spin est-il vers le haut? Oui ou non? Voilà, la réalité physique émergerait de ces réponses binaires, un peu comme une image 3D émerge d'une pluie de 0 et de 1 sur un écran, C'est l'univers qui serait un gigantesque ordinateur cosmique. qui calcule sa propre existence. C'est une idée presque mystique, que l'univers ne soit pas fait de choses, mais d'informations sur les choses. Mais est-ce que c'est plus qu'une simple métaphore? C'est devenu bien plus que ça. Cette idée, elle est au cœur d'un domaine de recherche très concret, l'informatique quantique. Nos ordinateurs fonctionnent avec des bits. Un bit, c'est un interrupteur. Allumé 1 ou éteint 0. C'est tout. D'accord. Et l'équivalent quantique, le qubit, comment l'imaginer? Alors, imaginez une pièce de monnaie qui tourne sur elle-même. Tant qu'elle tourne, elle n'est ni pile ni face. Elle est les deux à la fois dans un état de potentiel. C'est ça la superposition quantique. Et c'est cette capacité à exister dans plusieurs états à la fois qui lui donne une puissance de calcul absolument phénoménale. Le parcours est incroyable quand on y pense. On est parti d'un concept du quotidien, l'information. C'est devenu une quantité mesurable, le bit, puis le code de la vie, le gène. Ensuite, une force d'évolution culturelle, le même. Et pour finir, peut-être, le fondement même de la réalité avec le qubit. Et tout ça nous ramène au paradoxe de Claude Shannon. Pour construire sa théorie, il a dû faire un choix radical. Ignorer complètement le sens. La signification, la pertinence, la vérité d'un message, tout ça est en dehors de son équation. Il ne s'intéresse qu'à la quantité, pas à la qualité. Exactement. Et aujourd'hui, on vit en plein dans ce paradoxe. On baigne dans un déluge d'informations. Les bits sont infinis, gratuits, surabondants, mais le sens, lui, semble de plus en plus difficile à trouver. Ça me fait penser à une nouvelle de Jorge Luis Borges, La bibliothèque de Babel. Il imagine une bibliothèque qui contient tous les livres possibles. C'est-à-dire toutes les combinaisons possibles de toutes les lettres et de tous les signes. Elle contient donc le plus grand chef-d'œuvre jamais écrit, mais aussi des milliards et des milliards de volumes de charabia absolu. Et il décrit très bien la psychologie des gens qui vivent là. Au début, c'est une joie immense, tout le savoir est là, la réponse à toutes les questions. Et puis très vite, un désespoir profond. Oui, dans cette infinité de bruit, trouver le moindre signal, le seul livre qui a du sens, c'est une tâche quasi impossible. Et c'est peut-être la question que toute cette histoire de l'information nous pose aujourd'hui. Maintenant qu'on est tous les gardiens de cette bibliothèque infinie grâce à la technologie, comment est-ce qu'on fait? Comment décide-t-on de ce qui a de la valeur? Et surtout, comment éviter que le savoir et la sagesse ne se perdent complètement noyés dans un océan sans fond d'informations?